cette vidéo, vous allez découvrir comment fonctionne le pranayama. Quel est son but physiologique au niveau de la chimie de votre corps. Vous découvrirez aussi pourquoi je n'enseigne plus le pranayama traditionnel et pourquoi je le déconseille à la plupart des individus. Je suis Loris Vitry, yoga thérapeute et coach en respiration et j'ai déjà aidé au travers de mes formations alternatives des milliers de personnes à mieux respirer au quotidien. Si vous pratiquez le yoga, le pranayama ou tout type d'exercice de respiration, je vous conseille vivement de suivre cette vidéo jusqu'au bout car elle va clarifier vos objectifs mais surtout l'objectif sous-jacent de tout exercice de respiration. Tout d'abord, je dois vous raconter rapidement mon parcours pour comprendre pourquoi je n'enseigne plus le pranayama traditionnel alors même que j'ai été formé au Hatha Yoga. Justement, j'ai été formé pendant plus de 5 ans au Hatha Yoga et j'ai appris plus d'une centaine de techniques de pranayama que j'ai pratiquées assidûment au quotidien. Mais malheureusement, au fil de ma pratique, au fil des années, j'ai dû arrêter car j'ai vécu un burn-out qui correspond à un épuisement complet du système nerveux et plus précisément des glandes surrénales, celles qui correspondent au premier chakra du corps, le chakra de la base, en bas de la colonne vertébrale. À cette époque, j'ai rencontré un autre maître, le docteur Buteyko, lui-même pratiquant de yoga mais surtout spécialiste de la respiration. À cette époque, j'ai découvert son test respiratoire qui confirmait mon état d'épuisement nerveux. Le test était simple, il suffisait de faire une apnée respiratoire le matin au réveil, mais une apnée après une expiration. Vous retenez donc votre souffle après votre expiration, mais vous ne devez pas forcer. Mon score était de 9 secondes alors que la norme physiologique d'un individu en bonne santé est de 40 secondes selon le docteur Buteyko et son équipe de médecins. Le docteur Buteyko insistait en disant qu'une personne ayant un score en dessous de 40 secondes ne doit pas pratiquer le pranayama tout simplement parce qu'il n'a pas assez de souffle. Dit autrement, si vous n'avez pas une respiration normale, un système nerveux en bon état de marche, vous devez absolument éviter tout exercice de pranayama parce que vous allez vous faire plus de mal que de bien. Vous devez uniquement vous focaliser sur le fait d'avoir une bonne respiration au quotidien. C'est évidemment ce que j'ai fait à l'époque. J'ai complètement arrêté le pranayama traditionnel, les exercices de yoga, pour apprendre à bien respirer 24 heures sur 24. Mais cela peut être troublant pour la plupart des gens. Qu'est-ce que ça veut dire de bien respirer 24 heures sur 24 ? Eh bien c'est simple. Une bonne respiration 24 heures sur 24 permet d'équilibrer le couple oxygène et CO2. C'est l'objectif principal de la respiration. Maintenir ce qu'on appelle l'équilibre acido-basique du corps. En effet, l'oxygène est une base et le CO2 un acide. L'équilibre acido-basique du corps est maintenu en permanence par votre respiration et de manière très secondaire par votre alimentation. Avoir une bonne respiration signifie donc avoir un bon équilibre acido-basique et le test du docteur Buteyko permet justement de mesurer cela grâce justement à son test d'apnée après l'expiration. En effet, après expiration, vos poumons sont vides. Votre temps d'apnée dépendra donc de vos réserves en oxygène dans vos cellules. Donc du niveau d'alcalinité de votre corps, dit autrement de votre niveau d'oxygénation cellulaire. 40 secondes est donc la norme. Une fois que vous avez ce score tous les matins pendant plusieurs mois, vous pouvez commencer à pratiquer le pranayama traditionnel du yoga. Le docteur Buteyko disait souvent plusieurs choses. Premièrement, il disait en dessous de 40 secondes, l'individu vit dans la souffrance. Clairement, pour lui, une mauvaise respiration est la cause ultime de tout problème de santé. En fait, c'est le stress qui est la cause ultime de tous vos problèmes de santé. Mais le stress équivaut à une mauvaise respiration. Ils sont liés, le stress et la respiration. Rétablissez votre respiration, rétablissez votre équilibre acido-basique seconde après seconde et vous retrouvez la santé naturellement parce que vous éliminez votre stress. C'est aussi simple que ça. Puis, le docteur Buteyko disait aussi la respiration est si puissante qu'elle peut sublimer un individu s'il respire bien ou le détruire s'il respire mal. Justement, pourquoi le pranayama m'a amené au burn-out et à la destruction en quelque sorte. Je parle de moi, mais à travers ma formation, j'ai rencontré des centaines de pratiquants de yoga qui se sont détruits en pratiquant mal les exercices de pranayama. À l'époque, comme énormément de pratiquants, je n'avais pas compris
l'essence même du yoga pranayama. Je n'avais pas compris l'objectif physiologique, l'objectif chimique des techniques. Je respirais donc mal. Très mal, même si je suivais avec précision les techniques enseignées. Les techniques sont très précises, mais la manière de les exécuter diffère complètement d'un individu à l'autre. C'est la raison pour laquelle je ne donne plus de cours collectifs, mais uniquement des cours individuels pour adapter chaque exercice à chaque individu. Voyons maintenant la physiologie du pranayama. Dans la plupart des textes officiels du yoga, il est dit que l'objectif du yoga est atteint quand la respiration s'immobilise. Pourquoi? Parce qu'un esprit calme équivaut à une respiration calme. Un esprit immobile, objectif de tous les yogis, équivaut à une respiration immobile. Dit autrement, l'objectif du pranayama est de respirer de moins en moins, de manière de plus en plus calme, de plus en plus lente et subtile, pour apaiser de plus en plus votre esprit. À l'époque, j'étais tombé dans un piège terrible, le fait de croire qu'il faut respirer plus pour s'oxygéner plus. Je pratiquais le pranayama avec la croyance que je devais respirer beaucoup plus que la normale pour mieux m'oxygéner. Malheureusement, c'est tout l'inverse. Le pranayama doit se pratiquer en gardant à l'esprit que le souffle doit devenir de plus en plus invisible, bref, de respirer de moins en moins. Je vous mettrai en dessous de la vidéo la source des textes officiels du yoga qui indiquent justement qu'il faut respirer moins. Puis, pour être encore plus technique, l'objectif du yogi est d'accumuler de plus en plus de CO2 dans son corps pour augmenter ce que le docteur Buteyko appelle la tolérance au CO2. Dit autrement, plus votre tolérance au CO2 est grande, plus vous avez du souffle, plus vous pouvez manipuler votre respiration et donc toutes les variables de votre corps. Car votre souffle est connecté à votre cerveau reptilien, celui qui gère votre corps tout entier. Il gère votre corps par l'intermédiaire des chakras, qui ne sont ni plus ni moins que vos glandes endocriniennes, celles qui sont tout le long de la colonne vertébrale. Toute l'énergie est ensuite redistribuée par l'intermédiaire du système nerveux, de la moelle épinière. En manipulant votre respiration, vous manipulez donc votre énergie et tout votre système nerveux ainsi que vos glandes endocriniennes. Ainsi, une bonne respiration permet de normaliser chakra 1. Glande surrénale, c'est toute votre gestion du stress, votre capacité à gérer le stress. Chakra 2, les glandes sexuelles, testicules pour les hommes ou ovaires pour les femmes, c'est votre libido, votre énergie sexuelle. Chakra 3, le pancréas, c'est votre capacité digestive. Chakra 4, le thymus, c'est votre système immunitaire. Chakra 5, la thyroïde, c'est votre métabolisme énergétique. Chakra 6, dans la tête, c'est votre mental, votre intellect. Et le chakra 7, qui correspond à la glande pituitaire, toujours dans le cerveau, c'est votre sentiment d'être connecté à quelque chose de plus grand que vous. C'est tout ce qui est lié à la spiritualité. Autant vous dire que votre respiration est véritablement puissante dans les deux sens. Une bonne respiration vous sublime, mais une mauvaise respiration vous détruit. Et une bonne respiration est directement reliée à une bonne concentration en CO2, car c'est la seule variable que votre respiration régule en permanence. Comme je l'explique dans mon e-book sur la respiration intermittente, que vous pouvez lire en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo, l'oxygène est en abondance partout autour de nous, dans nos poumons, mais aussi dans notre sang, qui en est saturé en permanence. Par contre, le CO2 varie en permanence sur chacun de vos souffles. C'est justement cette variable que les yogis manipulent par toutes les techniques de souffle du pranayama. Justement, voyons les techniques les plus populaires, les plus pratiquées dans le yoga et voyons exactement comment elles fonctionnent. Premièrement, nous avons la respiration Kapalabhati, qui est appelée aussi la respiration qui fait briller le crâne. Voilà ce que ça donne concrètement. Cette technique de souffle a plusieurs objectifs. Le premier objectif est de stimuler la glande pituitaire avec de petits impacts du souffle dans votre cavité nasale, car la pituitaire est située juste derrière, au centre du cerveau. Donc quand vous faites,
il y a ces petits impacts qui vont stimuler la pituitaire. Le fait de faire briller le crâne correspond à l'éveil de la conscience, l'ouverture de la glande pituitaire, le 7e chakra couronne. Mais physiologiquement parlant, l'objectif est d'augmenter subtilement votre niveau de CO2. Comment? En hypoventilant. Pas en respirant plus, mais en respirant beaucoup moins. Et oui, en expirant comme cela, l'inspiration est invisible. Vous n'inspirez quasiment pas d'oxygène, ce qui va engendrer un déséquilibre chimique dans votre corps et plus précisément une accumulation de CO2 dans vos poumons, même si vous en expirez sur chaque expiration. Justement, la technique doit être suffisamment subtile pour ne pas expirer trop de CO2 sur chaque souffle, afin d'en accumuler suffisamment dans vos poumons. C'est très subtil et la personne lambda, stressée, agitée par le monde et la société moderne, ne connaît pas la subtilité nécessaire pour manipuler cette chimie corporelle. Malheureusement, les pratiquants de pranayama qui cherchent à diminuer leur stress en pratiquant ces techniques finissent par faire l'opposé parce que la plupart hyperventilent plutôt que d'hypoventiler. Les individus commencent l'exercice et s'essoufflent rapidement car ils perdent leur souffle et sont obligés de prendre de grandes inspirations qui vont amener beaucoup trop d'oxygène et casser l'objectif qui était justement l'augmentation du CO2. Les grandes inspirations vont déséquilibrer la chimie du corps, mais dans le sens inverse, en le rendant trop alcalin, ce qui crée ce qu'on appelle un stress oxydatif, avec trop d'oxygène. Donc si vous voulez continuer à pratiquer Kapalabhati, faites-le le plus subtilement possible et arrêtez-vous avant d'être essoufflé et de devoir prendre de grandes inspirations. Ensuite, nous avons la technique Bhastrika, appelée aussi le soufflet de forge. Dans une forgerie, le soufflet permet d'attiser le feu pour faire fondre le métal. Mais dans le corps, de quel feu parle-t-on? Eh bien, le feu du ventre, avec le dieu Agni qui s'y trouve. Le dieu Agni qui est le dieu du feu. Cette technique Bhastrika a pour objectif la purification du système digestif en activant le pancréas et la sécrétion d'acide digestif. Cette technique va aussi stimuler le mouvement naturel des intestins pour activer la digestion et l'élimination des matières fécales. Pour Bhastrika, ça donne plus ou moins ça. Quel est l'objectif physiologique de cette technique? Toujours et encore accumuler plus de CO2 en respirant moins d'oxygène. La technique doit être suffisamment subtile pour déséquilibrer la chimie du corps en augmentant l'acidité du corps. Augmenter l'acidité signifie accumuler plus de CO2, qui est un acide. Pourquoi augmenter l'acidité? Eh bien, pour pouvoir ensuite retrouver l'équilibre avec un style de vie alcalin. Manger alcalin, c'est-à-dire manger des aliments naturels, des fruits, des légumes. Boire de l'eau qui alcalinise le corps. Respirer qui amène de l'oxygène et donc qui alcalinise aussi votre corps. Par contre, si vous respirez trop d'oxygène avec les techniques de pranayama, si votre respiration rend déjà votre corps alcalin, eh bien vous allez être attiré par des produits acides pour retrouver l'équilibre. Vous aurez donc un style de vie acide, alimentation industrielle, pensée acide, donc très négative, etc. C'est toujours qu'une histoire d'équilibre acido-basique, d'équilibre entre l'oxygène et le CO2. Toute technique de souffle doit donc acidifier votre corps en accumulant du CO2 pour pouvoir l'équilibrer ensuite par un style de vie alcalin, donc un style de vie sain. Pour accumuler plus de CO2 avec la technique Bhastrika, il convient d'expirer 2 fois plus que vous n'inspirez pour créer ce déséquilibre chimique. Mais ici encore, si l'individu n'a déjà pas une bonne respiration de base, il va avoir tendance à hyperventiler, à respirer beaucoup trop, à perdre son souffle et donc à diminuer son niveau de CO2. Et enfin, nous avons la respiration profonde. C'est la technique de respiration la plus populaire, la plus simple, mais c'est aussi sûrement la plus piège d'entre toutes, car il est si facile de tomber dans une forme d'hyperventilation, c'est-à-dire de respirer beaucoup
beaucoup trop alors qu'il faut respirer moins. Encore une fois, les gens pratiquent la respiration profonde avec la croyance qu'il faut respirer plus pour s'oxygéner plus. Alors qu'en vérité, la respiration, même si elle est profonde, doit vous faire respirer beaucoup moins d'air chaque minute. Et ce n'est pas le cas pour 90% des pratiquants qui respirent plus d'oxygène en pratiquant la respiration profonde. Cela demande des mois de pratique pour bien pratiquer la respiration profonde et sentir intérieurement ce déséquilibre chimique en respirant moins. Que ça soit Kapalabhati, Bhastrika ou encore la respiration profonde, il y a 3 critères importants à respecter. Le premier est que vous devez sentir votre chaleur corporelle augmenter. C'est le signe de l'augmentation de votre métabolisme énergétique. Si jamais vous avez les mains ou les pieds froids ou encore la sensation de la tête qui tourne, c'est que vous êtes en train d'hyperventiler et de vous détruire le système nerveux. Le deuxième critère, c'est que votre temps d'apnée le matin au réveil doit augmenter semaine après semaine et se rapprocher des 40 secondes. Et enfin, vous devez garder en mémoire que vous devez respirer moins et certainement pas plus d'air. D'ailleurs, si jamais vous avez moins de 40 secondes au test, je vous conseille fortement d'éviter toutes ces techniques de pranayama car elles ne vous apporteront rien de bien. Au travers de ma formation sur la respiration intermittente, j'ai rencontré des centaines de pratiquants de yoga qui étaient complètement épuisés, anxieux, fatigués et perdus dans leur pratique. Ils pratiquaient tous le pranayama, mais de la mauvaise façon. Plutôt que d'accumuler plus de CO2 en respirant de moins en moins, mais de mieux en mieux, ils sont tous tombés dans une forme d'hyperventilation chronique en respirant toujours de plus en plus avec la respiration profonde et tous les exercices d'hyperventilation, ce qui a fini par diminuer leur concentration en CO2. Le CO2 est véritablement la clé du yoga, la clé du pranayama, car le CO2 possède 3 caractéristiques très puissantes. Premièrement, le CO2 permet l'oxygénation. L'effet physiologique Bohr dit que les cellules qui produisent le plus de CO2 attirent aussi le plus d'oxygène. Plus votre corps produit et accumule du CO2, mieux vous vous oxygénez. Deuxièmement, le CO2 a un effet dilatateur. Quand on parle d'ouvrir ou de dilater les chakras du corps, ce n'est possible qu'avec un seul élément, le CO2. C'est cette molécule qui va dilater par exemple les bronches de vos poumons, qui va dilater votre réseau artériel, qui va dilater vos cellules musculaires, nerveuses et évidemment vos glandes endocriniennes, dont on sait qu'elles se crispent et diminuent en taille au fil des années. Et enfin, le CO2 a un effet sédatif. Plus vous accumulez du CO2, plus vous apaisez vos cellules nerveuses. C'est d'ailleurs pour cela que ma méthode de respiration intermittente marche si bien sur les crises d'angoisse, les phobies, le stress, l'anxiété, parce que le CO2 apaise tout votre corps et surtout votre cerveau. Fini les pensées agitées, chaotiques, négatives, etc. Plus vous accumulez du CO2, plus vous pouvez expérimenter le calme intérieur, la paix, le calme de l'instant présent. Et c'est exactement ce que tous les pratiquants de yoga recherchent. Mais cela n'est possible qu'en accumulant plus de CO2. Et cela n'est possible qu'en ayant une bonne respiration 24 heures sur 24. Des milliers de personnes perdent leur temps en méditant quotidiennement car elles ne savent pas comment respirer tout le reste du temps. Si elles n'apprennent pas d'abord à réguler, à normaliser leur respiration et donc leur niveau de CO2, elles n'apaiseront jamais leur cerveau et leur corps. À partir de 40 secondes au test d'apnée du Dr Buteyko, vous pouvez commencer à pratiquer le pranayama. Mais à ce stade, vous n'avez plus vraiment besoin de moi, ni même d'un professeur de yoga, ni d'un sophrologue, car vous avez compris intérieurement, vous avez ressenti en vous-même ce que cela signifie d'avoir une bonne respiration. Vous sentez que votre diaphragme est débloqué. Vous sentez l'accumulation de CO2 qui vous apaise, qui vous dilate et qui vous oxygène de plus en plus. Vous sentez évidemment votre chaleur corporelle augmenter, ce qui représente l'augmentation du feu de votre métabolisme. Et dans le yoga, c'est le feu qui va brûler toutes les impuretés physiques et psychiques. C'est le feu qui brûlera vos toxines physiques, mais c'est aussi le feu psychique qui brûlera tous vos blocages mentaux, vos névroses, tout ce qui vous sépare de qui vous êtes réellement, de ce qui vous sépare de l'instant présent. Et ce feu ne dépend que d'une seule molécule, le CO2, le carbone associé à 2 molécules d'oxygène. Et le pranayama a pour but ultime d'augmenter toujours plus le CO2, toujours plus de feu. Et cela passe par le fait de respirer moins,
mais mieux. Certaines techniques comme Kapalabhati ou Bhastrika peuvent être utilisées sous forme de Kriya. Le Kriya Yoga est un yoga de nettoyage. Les souffles seront plus agressifs, plus puissants, dans le but de déloger plus d'impuretés. Mais ces souffles doivent être obligatoirement suivis de certaines techniques de rétention, des Kumbhaka, pour rééquilibrer rapidement votre chimie intérieure. Il faut maîtriser cela, il faut savoir où et quand faire les bonnes rétentions. Les bons Kumbhaka. Kumbhaka étant le terme désignant les rétentions. Bref, le yoga pranayama est un art avancé que je déconseille à la plupart des gens, car nous avons toutes et tous une respiration déréglée par le stress de la vie moderne. Si vous avez déjà normalisé votre souffle en suivant ma formation sur la respiration intermittente, alors vous pouvez pratiquer le pranayama en gardant toujours à l'esprit que l'objectif est de subtiliser votre respiration au maximum, c'est-à-dire de respirer de moins en moins, mais de mieux en mieux. À ce stade, vous devez comprendre que l'objectif ultime du pranayama est de contrôler votre cerveau reptilien qui gère votre survie. En respirant moins, vous titillez en quelque sorte votre instinct de survie, tout simplement parce que l'arrêt du souffle correspond à la mort. Mais si vous respirez de moins en moins, mais en étant parfaitement détendu, dans un lâcher-prise profond, avec un état d'esprit paisible, fondement du yoga pranayama, alors vous vous approchez de la mort, qui est l'arrêt du souffle, mais tout en étant pleinement vivant. C'est ce qu'on appelle le samadhi, l'illumination, la petite mort avant la grande mort, la mort de l'ego qui laisse place à la vie éternelle de la conscience. J'utilise des mots ésotériques car à ce stade, le pranayama a clairement un but de libération spirituelle. Pour finir cette vidéo, je citerai un yogi qui disait « L'homme ou la femme qui peut maîtriser sa respiration à volonté ne craint plus la mort car il a réalisé la vie éternelle. » Dit autrement, cet homme ou cette femme maîtrise tellement son cerveau reptilien inconscient que plus aucune peur ne peut s'installer dans son esprit conscient. Ainsi, même la pensée de mourir ne lui fait plus peur. Mais avant d'arriver à ces états spirituels très avancés, que moi-même je convoite en pratiquant quotidiennement des exercices de respiration que vous pouvez découvrir dans ma formation, tout doit d'abord commencer par une bonne respiration au quotidien, 24 heures sur 24. Inutile d'aller prendre des cours de yoga si vous ne savez pas respirer tout le reste de la journée. Inutile de faire 30 minutes d'exercice ici ou là si c'est pour mal respirer tout le reste de la journée. Inutile de méditer ou d'essayer de vous relaxer si vous ne savez pas respirer tout le reste du temps. C'est pour cela que j'ai créé la respiration intermittente. Une formation simple mais puissante pour normaliser votre respiration, pour bien respirer 24 heures sur 24. Et si vous avez bien compris le contenu de cette vidéo, vous avez compris maintenant qu'une bonne respiration permet d'accumuler plus de CO2 dans votre corps, afin d'atteindre le score de 40 secondes d'apnée le matin au réveil. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur la respiration intermittente, je vous invite à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo pour vous inscrire à mon atelier vidéo gratuit. Si vous avez aimé cette vidéo, vous allez sûrement adorer celles qui vont suivre. On se dit donc à tout de suite sur la page suivante.